Monsieur Scholl, bonjour. Bonjour. Il y a quelques 223 membres de la CNES à ce jour. Vous en faites partie depuis un certain temps, je crois. Je crois que je suis le doyen maintenant. J'en fais partie depuis 1973. 1973. Oui. Les choses ont bien dû changer depuis 1973. Beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une chambre d'experts constituée de marchands. Et moi, je suis le premier, puisque maintenant je suis le doyen, le premier à être rentré par la brèche de l'université, c'est-à-dire par une thèse de doctorat qui m'a permis donc d'accéder, j'allais dire, à l'adoubement de la CNES, où je n'ai pas passé d'examen. C'est pas que je le regrette, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux qu'on fasse ça avec un examen. Ça donne une sorte de notoriété à la Chambre. Quelle est votre particularité en tant qu'expert à la Chambre? J'expertise les œuvres dans le cadre des compagnies d'assurance. Je travaille beaucoup avec les compagnies anglaises qui font des expertises de capitaux mobiliers, surtout de tableaux de leurs collectionneurs et de leurs clients. Je travaille aussi pour les musées, pour les estimations, voire les évaluations, ou faire des états pour les œuvres qui sont en transit. Je fais aussi pour les commissaires-priseurs, puisque c'est vrai qu'on a une ouverture de commissaires-priseurs qui viennent nous interroger, et aussi des expertises pour des experts généralistes qui ont besoin aussi dans leur spécialité, comme moi je l'ai, de demander un avis sur un artiste que votre confrère pense que vous connaissez beaucoup mieux que lui, mais c'est très pointu, voilà. On aime bien découvrir un expert à travers à la fois son regard et une œuvre pour qu'on comprenne comment vous appréhendez l'œuvre dans le cadre de l'expertise. Je crois que vous allez nous parler d'un dessin qui est juste derrière vous, n'est-ce pas? Oui, alors c'est un dessin sur lequel je peux m'appesantir parce que c'est un dessin qui fait partie du corpus des œuvres graphiques d'André Bardon, de Michel-François d'André Bardon, qui est un peintre du XVIIIe, provençal, qui a fait ses études à Rome et qui ensuite a travaillé pour les monuments aixois. Il reviendra à Aix-en-Provence, mais beaucoup plus tard, la première période de 1725-1732, la deuxième période 1741-1750. Mais entre les deux, il fallait que ce peintre provincial s'affirme auprès des Parisiens, puisqu'à l'époque, si vous n'étiez pas à l'Académie royale de peinture, c'était impossible de faire une carrière. Donc il y est allé, et malheureusement, il se retrouvait non plus dans une période qui lui convenait parfaitement, puisque c'est un peintre, ce qu'on appelle première catégorie, peintre d'histoire. Et à l'époque, la mode est à Boucher. Boucher, Natoire, c'est des peintres de la fantaisie, du rococo, du Louis XV. Et là, il se retrouve, lui, à avoir des connaissances et une perfection dans un dessin, dans un art qui aurait été bien avec Louis XIV. Donc, il est entre les deux, donc il va forcer sa peinture. Pour son tableau de réception, pour l'Académie royale de peinture, il peint une tulie faisant passer le chat sur le corps de son père, donc une peinture historique. Et curieusement, il la pommade, l'or se relève en bosse, c'est une tulie d'opéra, une cavalcade italianisée. Par contre, ce dessin, qui correspond à une étude, n'a rien à voir. C'est-à-dire, bon, le sujet est le même, mais par contre, le dessin, lui, est plein de feu, de fougue, de ce qu'on appelait les peintres vénitiens, du far presto. Et puis nous, avec, en Provence, ce côté un peu souffle de Puget, souffle du vent, du Mistral. Et là, le peintre se lâche. Alors, il ne prendra pas l'exemple sur son dessin, mais par contre, là, dans son dessin, il est le plus heureux. Et ce dessin, il n'était pas connu. Et je l'ai retrouvé au fin fond de Barjol, dans un carton, car un dessin ne se retrouve pas par hasard, comme on trouve une poterie chinoise qui a été volée au sac du Palais d'été et qu'on retrouve chez un retraité de Nice. Ça n'a rien à voir. Un dessin, c'est quelque chose de, j'allais dire, de confidentiel. Donc c'est souvent les familles qui le gardent. Et quelquefois, le gars de ces dessins ne savent même pas l'importance de dessin. Et celui-ci fait partie de ces extirpé d'une famille barjolaise avec beaucoup de la littérature derrière, puisque j'ai trouvé des manuscrits. Mais voilà un petit peu ce dessin qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une trouvaille. Voilà. Alors, on vous appelle, vous tombez là-dessus. En tant qu'expert, quel est votre premier réflexe? Alors, le réflexe, il est simple, c'est-à-dire que l'expérience fait que vous avez des cartons à dessin chez
chez certaines personnes, il y en a, où vous avez 150 dessins qui n'ont aucun intérêt. Par contre, vous avez au milieu un dessin qui va vous arrêter. Et celui-ci, c'est le bon. Parce que le dessin, c'est le premier regard qu'il fait, ce n'est pas le second. Mais pour ça, il faut avoir une expérience. Pour celui-ci, j'avais l'expérience, en plus de ça, spécifique de la thèse de doctorat qui m'avait donné tous les tableaux connus d'André Bardon, donc c'était du gâteau. Mais normalement, l'approche d'un dessin, elle doit être très rapide. Quelqu'un qui regarde un dessin avec une loupe, il faut s'en méfier, ça ne sert à rien. Ou ça passe, ou ça casse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dessin en particulier? Ce dessin, l'intérêt, c'est qu'il a été réalisé au Lavis de Bistre. Hein. La scène, normalement, est, j'allais dire, terrible. Hein. C'est-à-dire que Tully, qui est là, elle a assassiné sa sœur, elle a assassiné son gendre, elle a j'allais dire, une folie dans la tête, c'est d'être reine de Rome, puisqu'on est à l'époque où Rome n'est pas encore républicaine, c'est la reine, c'est Rome royale, Rome avec les Étrusques. Et cette Tully a tellement d'ambition qu'elle va faire passer le char sur le corps de son père Servius Tullus, qui était le roi, parce que son mari, elle veut que son nouveau mari, qui est Tarquin le Superbe, soit le nouveau roi de Rome. Il finira très mal, ça sera la fin d'ailleurs des rois de Rome, mais cette fougue, oui, elle existe, elle n'est pas aussi fougue que Puget, mais elle est un peu contenue, et ça, c'est peut-être son appartenance à l'Académie royale de peinture. Mais on voit quand même à l'intérieur, on voit du Ricci, on voit pas du Tiepolo, mais du Ricci et du Piazzetta, des peintres vénitiens. À quel endroit? Alors, par exemple, là, dès que vous avez des drapés comme ça, un peu chiffonnés, c'est typique du rococo. Sachant que là aussi, le nuage a un mouvement qui est dynamique, les personnages sont toujours en contre-plongée, la typique de la peinture vénitienne. Le raccourci du corps assez violent, plus dur, les chevaux qui se cabrent. C'est vraiment, oui, de l'histoire racontée en conte de fées. Voilà. Ce qui est intéressant dans un dessin, c'est que l'artiste ne peut pas tricher. Dans une peinture, l'artiste peut avoir des repentirs, peut reprendre le tableau. Là, dans un dessin, c'est le trait. Le trait, il est comme quand vous écrivez une lettre. C'est l'âme de l'artiste. Il ne peut pas tromper, voilà. Sachez que d'André Bardon fait partie quand même des peintres français mal connus, qui ont été, j'allais dire, découverts au départ, surtout les dessins, par l'ancien conservateur du Louvre, qui est Pierre Rosenberg, donc au Pinacle. Et c'est lui, moi ça m'énervait chaque fois que j'allais voir à New York ou à Philadelphie ou dans un cabinet de dessin, je voyais son petit PR et il marquait d'André Bardon. Il les avait tous repérés. C'était pénible. Celui-là, il ne l'a pas repéré, alors ça fait toujours plaisir, voilà. Que s'est-il passé dans votre âme d'expert lorsque vous avez posé pour la première fois le regard sur ce dessin? Je vais vous dire, quand vous avez travaillé pendant 8 ans sur un artiste, puisque je travaillais 8 ans, j'étais au département des peintures du Louvre, donc j'avais un petit peu plus de temps que quand on commençait à travailler dans le monde de l'expertise, mais l'expertise publique. Vous êtes là, imbibé. Et puis vous vous dites, mais quand même un jour, ça va me servir, ce côté imbibé. Et jusqu'alors, je reprends l'histoire de Pierre Rosenberg, j'étais carrément catalogué derrière Pierre Rosenberg. Et puis vous arrivez devant la perle rare. Vous ne pouvez pas dire, mon Dieu, il y a une sorte d'arrêt. Je pense qu'il y a un arrêt. Je ne dis pas qu'il y a un arrêt cardiaque, mais il y a un arrêt. Et là, cet arrêt-là, il est purement magnifique. C'est ça qui m'intéressait, voilà. En parlant d'expertise, vous avez développé énormément de critères esthétiques. Est-ce que les notions de papier sont importantes également? Oui, c'est très important parce que
On peut aussi authentifier un dessin déjà par son support, donc le papier, et surtout par la disposition des ce qu'on appelait les pontuseaux. Enfin, ce sont ces traits qu'on voit en filigrane lorsqu'on regarde le dessin avec le soleil en arrière pour pouvoir la transparence du dessin. Et il y a aussi dans ces papiers les marques des fabricants de papier qui nous aident aussi à savoir si c'est vraiment dans le midi de la France ou dans le nord, si c'est au XVIIe, si c'est au XVIIIe. Le papier a évolué dans le temps, et un papier du XVIIe n'est pas comparable à celui du XVIIIe, voire du XIXe. C'est comme dans la peinture, les supports de toile sont différents. Je vois un dessin sur la table qui m'a l'air très beau, et pourtant vous avez des choses à nous dire par rapport à ça. Oui, parce que on appelait ça, à l'époque, dans les vieux marchands, la mariée était trop belle. C'est-à-dire qu'un dessin comme celui que j'ai là est un dessin de Laurent de la Hire. Et ce dessin de Laurent de la Hire, il est signé aussi, porte une signature qui pourrait être de Laurent de la Hire. Le seul problème, c'est quand on fouille un tout petit peu les archives, on s'aperçoit que ce dessin, il est très proche d'une gravure. Et donc, le dessin reprend la gravure, mais comme c'est dans le sens de la gravure et que la gravure est toujours dans le sens inverse, automatiquement le dessin a été fait à partir de la gravure. Si on regarde avec un petit peu plus d'attention, on s'aperçoit que le trait est malhabile. Les mains qui pourraient être exceptionnelles, parce que Laurent de la Hire est un dessinateur de l'époque de l'atticisme, c'est-à-dire ce groupe d'artistes qui ne voulaient pas faire comme à l'époque de Louis XIV, comme Lebrun. Ils voulaient faire quelque chose de très, très classique, à la suite de Poussin. Et donc, à partir de là, on voit que celui qui l'a reproduit connaissait bien le modèle, mais n'avait pas le geste et le trait. Vous vouliez nous montrer une autre pièce pour illustrer le faux dans votre spécialité. Oui, c'est un dessin qui représente un paysage hollandais, peut-être italien, on ne sait pas, peut-être Italie du Nord. Et l'artiste peut être aussi Italie du Nord, italien ou hollandais, ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la mise en page est parfaite, la feuille est bien recouverte, bien lavée de bistre, mais un peu trop, quoi. Et à la fin, ça fatigue. Et comme on parlait tout à l'heure, la mariée est trop belle. On a un coup de cœur parce que bon, c'est séduisant, mais c'est pas assez séduisant pour que l'intellect suive derrière. Alors il y a l'émotion. Tout à l'heure, on parlait d'émotion dans un carton de dessin. Là, il y a l'émotion, mais lorsqu'on se pose là-dessus, sur les dessins, sur le trait, et là, on voit que non. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche d'un dessin, car normalement, on peut se laisser impressionner. Mais si on a un tout petit peu d'expérience, après on verra que le dessin n'est pas assez serré, pas assez compact, pas assez... Il y a trop de souplesse. C'est quelque chose qui dérange. Donc en fait, il faut se fier à sa première impression et la valider ensuite par un regard sans émotion. Exactement. C'est passionnant. Est-ce que l'on sait qui faisait ces faux? Est-ce que ce sont des faux d'époque? Est-ce que c'était volontairement des faux? Alors, c'est pour ça que le mot faux est difficile à employer, parce que vous pouviez avoir d'excellents artistes qui copiaient des œuvres d'excellents artistes. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure on parlait d'André Bardon, il y a des copies d'André Bardon d'œuvres de Ricci, par exemple, qui était un peintre très à la mode à Rome à l'époque. Donc il y a des dessins d'André Bardon qui sont des copies de Piazzetta, qui était un grand artiste à Venise. Donc c'était des copies parce qu'en fin de compte, les artistes au XVIIIe siècle étaient habitués à faire de la copie parce que c'était des académiciens. Donc on comprend très bien qu'aujourd'hui on puisse se tromper, ce qui explique aussi que souvent dans le marché du dessin, vous avez des signatures quelquefois ronflantes et que le vendeur vous dira mais non, c'est pas de Romanelli, c'est pas d'Alberti ou autre, c'est d'après Alberti, et le collectionneur du dessin, parce qu'il s'est dit, il avait retrouvé
la copie d'un tableau d'Alberti, va lui-même ajouter Alberti. Donc, c'est des vieilles inscriptions. Alors, on est aidé par un ouvrage qui s'appelle le Lucht, où il y a des marques de collectionneurs. Et certains collectionneurs, par le Lucht, cet ouvrage que tout expert de dessin connaît, nous aident aussi à, j'allais dire, à savoir si vraiment le collectionneur était un bon collectionneur ou un mauvais collectionneur.